La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Le théâtre, une invention de l'Europe », Georges Banu et Joël Hudevold reçoivent les metteurs en scène Brigitte Jacques-Wageman, Thomas Ostermeyer et Yanis Kokos. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir ici à la Bibliothèque nationale de France et merci à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Comme vous pouvez le constater, les invités arrivent doucement. Voilà. Donc, Brigitte Jacques est avec nous déjà depuis longtemps. Thomas Ostermeyer va nous rejoindre dans quelques secondes. Voilà, il est en ligne avec nous en direct de Berlin. C'est ça, Thomas? Vous êtes à la Schaubühne ou chez vous? En fait, je suis à la campagne, mais ça fait rien. D'accord. Près de Berlin. Ouais, bon, parfait. Et Yanis Kokos est vraiment à 2 pas de la bibliothèque et va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, l'expérience du labyrinthe. Voilà. Donc nous sommes très heureux, Georges et moi, de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous du cycle Le théâtre, une invention de l'Europe, que nous avons lancé il y a maintenant 1 an et demi, qui a connu des débuts un peu compliqués avec le confinement, mais qui a, je crois, réuni un grand nombre d'invités et de spectateurs avec des propos qui nous ont tous nourris pour réfléchir à ce que cette phrase que Georges avait choisie comme emblème de nos débats, cette phrase de Pasolini, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes, pouvait provoquer comme réflexion, comme commentaire chez chacun d'entre nous. Avant de rentrer dans le vif du débat, on tenait à remercier la BNF, moi j'en fais partie, mais d'avoir permis l'organisation de ces débats, d'avoir permis aussi leur prolongation cette saison, puisque en fait nous avons proposé de faire de nouveaux débats cette année, puisque la France, comme vous le savez, préside l'Union européenne et qu'il nous semblait important de poursuivre la discussion dans cette période-là. Un merci aussi à Frédéric Ramirez et à nos collègues de la technique qui nous ont accompagnés toujours avec beaucoup d'efficacité. Mais donc nous allons rentrer dans le vif du débat, donc avec nos trois invités. Brigitte, merci beaucoup d'être là ce soir. Brigitte Jacques, que vous connaissez, metteur en scène, qui a traversé un répertoire extrêmement diverses dont elle nous parlera et dont on peut dire que Corneille est un des points centraux. Thomas Ostermeyer qui se désaltère et il a bien raison avant de prendre la parole et donc qui est directeur à la Schaubühne à Berlin, metteur en scène que nous connaissons très bien aussi en France pour ses mises en scène de Shakespeare, de Büchner, voilà. Donc, on est vraiment très heureux que vous ayez pris le temps de nous rejoindre ici. Et puis, Yanis Kokos, connu peut-être avant tout comme scénographe de décors et de costumes, mais qui est aussi metteur en scène, notamment metteur en scène d'opéra, et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et peut-être que c'est lui qui donne la plus grande réalité à notre devise. Il n'est pas très loin, mais comme il vient d'Athènes, c'est pour ça qu'il est un peu en retard. Peut-être, Georges, je te laisse dire quelques mots. Oui, je crois que c'est important, au moins symboliquement, de rappeler la situation du théâtre par rapport à, comme on disait avant, le contexte actuel, le contexte de guerre, où le théâtre qui servait d'abri a été bombardé et ça a entraîné la mort de beaucoup d'Ukrainiens qui se sont abrités dans ce théâtre. Il ne faut pas oublier que le geste politique de se réfugier dans un théâtre
théâtre remonte à quelques années, quand à Moscou, il y a eu une attaque terroriste de la part des Tchétchènes et les unités de sécurité russes n'ont pas hésité à tirer. Donc, meurtre dans la cathédrale, il y a une pièce célèbre, mais meurtre dans le théâtre, même les meurtres collectifs, parce que le théâtre est lié presque à une tradition de l'assassinat. Ça a commencé avec Lincoln, mais depuis, il y a beaucoup d'exemples. Moi, ça m'intéressait même de poser cette question de la mort, parce que Thomas parle souvent du fait que le théâtre se situe entre le faux et le vrai, mais quand la mort arrive, c'est pour de vrai. Donc, je crois qu'on est tous sensibles à ce qui se passe en Ukraine, avec des artistes ukrainiens et avec tout ce que ça suppose comme séparation. C'est Yanis, la place d'attente. Oh, reste debout parce qu'on te remercie là. Excusez-moi. Non, merci, on est très heureux. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps de reprendre votre souffle. Donc tu as de l'eau un peu, si tu veux. Oui, comment peut-être on peut poser cette question, qu'est-ce que le théâtre, comment le théâtre peut réagir, comment le théâtre, est-ce qu'il y a des manières de répondre de manière grave à cette agression. Et moi, il n'y a pas longtemps, je travaillais avec un artiste ukrainien qui est très connu, qui a monté à 3 opéras à Lyon, et nous travaillons sur La Dame de la Mer, et c'était début février, et je lui ai dit, tu vas finir quand? Les spectacles qui ont été arrêtés avant la pandémie, c'était le 2 février, et il m'a dit, je ne peux plus travailler en Russie parce que je suis ukrainien. Donc ça veut dire que il y avait des signes précurseurs de cette agression, de cette rupture. Donc peut-être on peut demander à Thomas, lui qui a été toujours en rapport avec l'actualité, avec comment le théâtre et qu'est-ce que le théâtre peut faire sur le plan symbolique. Sur le plan symbolique, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits, mais qu'est-ce que le théâtre peut faire sur le plan artistique. Dans un livre que nous avons publié aux éditions Actes Sud, c'est lui qui a proposé le titre « Le théâtre et la peur ». Cette image me semble magnifique et très significative avant la lettre, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le théâtre peut faire par rapport à la situation. Et toi, tu parlais à ce moment-là d'une chose très belle, comme ça, d'un côté, l'éthique du présent, l'éthique de la présence de l'acteur, et de l'autre côté, l'éthique du présent, le théâtre au présent. Est-ce que tu as envisagé, tu as accompli des gestes marqués par la situation actuelle de l'Europe? Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Et j'essaie de répondre à ta question, Georges. On était dans une situation assez compliquée parce que, comme vous le suivez aussi en France, chez les artistes ukrainiens, il y a un grand, comme chez nous, il y a un choc total. Et quand on essaye de faire des gestes de solidarité, il s'agit des gestes de solidarité avec les artistes ukrainiens, dans le sens qu'on essaye de trouver des moyens pour qu'ils puissent travailler à la Schaubühne. Il y a une initiative qui s'appelle Martin Roth, initiative qui date déjà depuis quelques années, au moment où le ministre des Affaires étrangères était Sigmar Gabriel. Il a initié ça pour que les gens qui n'arrivent plus à travailler dans leur propre pays peuvent trouver des moyens pendant 2 ans, s'ils trouvent
une institution qui les accueille. Donc, on essaye d'accueillir des artistes ukrainiens, notamment et avant tout des actrices. Mais je connais aussi pas mal des artistes russes qui sont des réfugiés, qui sont des réfugiés politiques, qui ont quitté la Russie après la guerre, un jour après la guerre, notamment Marina Davidova, qui était programmateur et président du festival Territoria à Moscou, Roman Doljanski, qui était dramaturge-chef du Théâtre des Nations, Tchulpan Khamatova, qui est une actrice formidable, très grande actrice. Donc, on se retrouve dans une situation où on essaye d'accueillir à la fois des artistes ukrainiens et russes, mais il y a des réserves de la côté ukrainien qu'on peut très bien comprendre, mais ça nous met, nous, dans une situation très, très compliquée. Comment agir dans une situation pareille? On ne va pas parler de cette situation seulement, mais c'est vrai que il faut tout à fait rappeler la réaction de quelques grands artistes russes. En premier chef, Lev Dodin, qui le lendemain de la guerre a lancé un appel extraordinairement émouvant, intransigeant et dramatique. Ensuite, Alvis Hermanis, d'une autre manière, c'était un artiste lituanien, et ce dont tu parlais, Marina Davidova, qui a subi même l'agression. On a vu les photos de l'appartement de Davidova avec le Z sur la porte de son appartement. Donc, je crois que c'est important ce que tu dis de ne pas réduire l'hospitalité aux artistes ukrainiens, mais aussi accueillir des artistes russes. Mais donc, c'est comme l'Europe aujourd'hui est à la fois menacée et rendue plus solidaire par la guerre, je trouvais que notre débat trouve une légitimité accrue presque, au-delà de la légitimité simplement artistique. Donc peut-être, Brigitte, tu as travailler sur du répertoire européen, mais en regardant un peu le répertoire, j'ai l'impression qu'il y a une tendance entre deux pôles. D'un côté, les textes de ce qu'on pourrait appeler le théâtre moderne, la constitution du répertoire moderne, tout ce qu'on aime, mais pas le théâtre extrêmement contemporain, et de l'autre côté le théâtre classique. Donc peut-être on pourrait parler pour cette histoire, la question le théâtre, une invention de l'Europe, la question autour des mots et de la langue. Est-ce que c'est le principal ressort, la principale motivation du choix de tes textes, ou une des, mais peut-être la principale? C'était quoi? C'est-à-dire le travail sur le répertoire, à avoir bien entendu avec les œuvres, mais il y a aussi, j'ai l'impression, dans ton travail, une attention particulière portée à la langue et aux mots. Oui, sans aucun doute. Ça m'est venu, au fond, tout simplement ça a commencé avec Antoine Vitesse, qui a été mon professeur, comme tu sais. Oui. Et j'ai commencé à jouer d'abord avec lui comme actrice. Et puis, à un moment donné, très vite, sur son exemple d'ailleurs, j'ai eu envie de faire de la mise en scène. Et c'est-à-dire de rentrer dans les œuvres. Le fait de le voir librement s'interroger sur le théâtre... et remettre en question absolument tout pendant le travail qu'on faisait ensemble quand j'étais son élève, de remettre en question absolument tout dans le théâtre. Rien n'était figé chez lui, tout était ouvert complètement.
Et ça m'a donné envie à moi-même de me lancer dedans. Et son oreille, son attention à la langue me fascinait beaucoup, m'intéressait infiniment aussi. Donc c'est peu à peu, au fond, presque grâce à lui que j'ai commencé à lire les classiques. Mais je ne les ai jamais lus comme des classiques. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, mais tout ça nous appartient, c'est ça le théâtre. Ça commence en effet avec les Grecs, et puis ça continue ici et là jusque maintenant. Et le mot répertoire ne me venait jamais à l'esprit. Ce mot me paraît un peu... Ça appartient à la comédie française, on dira, voilà, à une institution. Mais moi, un des premiers cours auxquels j'ai assisté de Bernard Dors, ça m'a marqué, parce que j'avais pas pensé, et il disait... Pour analyser l'œuvre d'un metteur en scène, il faut regarder les textes qu'il met en scène. Et je crois que il y a des metteurs en scène qu'on peut appeler simplement des metteurs en scène artisans qui vont à droite et à gauche. Il n'y a aucune cohérence. Et il y a des metteurs en scène artistes chez qui il y a une cohérence. Il y a des pôles qui se détachent. Donc c'est pour ça que l'utilisation d'un répertoire, de la notion de répertoire biographique est, je crois, pertinente. En fait, moi, pour ce qui concerne Corneille, c'est vrai, j'ai monté 10 pièces de Corneille. Alors que je détestais Corneille quand j'étais jeune, ça m'ennuyait terriblement. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même regarder un peu de près. Et tout d'un coup, j'ai rencontré une œuvre qui était La Place Royale, qui était... je savais pas que Corneille écrivait des comédies véritablement. Enfin, et c'est une comédie qui finit mal, en plus, qui était très intéressant. Et donc j'ai monté cela de façon là pour le coup très contemporaine, parce que ce qui m'intéresse aussi, j'ai monté des comédies, puis après j'ai découvert son théâtre politique, et en particulier ce que j'ai appelé son théâtre colonial, qui m'a semblé absolument extraordinaire, comme ça, sur le rapport de Rome avec ses colonies, avec la façon dont Rome humilie les petits princes qui sont soi-disant ses alliés. Et donc, ce sont ça se passe souvent pendant la guerre. Les femmes sont prises comme des objets de traité, comme ça, mais en même temps, elles se défendent contre cela. Enfin, c'est là, pour le coup, oui, en effet, un répertoire extraordinaire. Mais avant ça, ce que je me suis dit, c'était... Ce qui est beau, c'est de confronter. La langue me passionnait, l'alexandrin en particulier. Au moment où j'ai commencé à travailler ce répertoire, François Regnault et Jean-Claude Milner venaient de faire paraître leur traité de l'alexandrin. C'était la première fois, après la guerre de 14-18, enfin on avait un nouveau traité extrêmement moderne et intéressant. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec cela. Et en fait, l'important, c'est de rencontrer d'abord une pièce. C'est pas de se dire, je vais monter tout Corneille. Il se trouve que je suis peu à peu rentrée dans l'œuvre de Corneille avec le sentiment que personne n'y allait. C'était un sort de chantier ouvert, comme ça, que j'ouvrais plutôt, et sur lesquels très peu de gens avaient travaillé. Enfin, il y avait cette question-là. Et l'autre question, oui, c'est la langue, l'attention à la langue. Au XVIIe siècle, il y a un sens de la langue absolument génial. Les personnages on ne sait jamais si ce qu'ils disent est vrai. Il y a un travail comme ça là-dessus sur le faux-fuyant constant de la langue, et qui demande au spectateur une attention de l'oreille, si je puis dire, qui est merveilleuse, comme ça. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, et ça m'a donné beaucoup de joie. Mais ça a commencé avec Vitesse, qui lui-même m'a ouvert comme ça à ce type de théâtre. Enfin bon, Mais il y a un des spectacles emblématiques de ton parcours, c'est Elvire Jouvet 40, le spectacle lié justement à l'enseignement, mais peut-être cet enseignement, c'est un enseignement, disons, pour
revenir à notre thème, un enseignement strictement européen, c'est-à-dire que c'est pas un langage des signes, un langage physique, c'est un langage sur le texte. Et dans le livre le théâtre et la peur, Thomas, tu insistes beaucoup aussi sur la formation des comédiens. Disons, pour la formation, qu'est-ce qu'il y a de typiquement européen, je dirais? Je sais pas, j'arrive jamais à me poser des questions générales sur ça. Ce que je vois, en tous les cas, moi, ce qui m'avait intéressé, par exemple, c'est c'est de confronter les corps des acteurs d'aujourd'hui, la voix des acteurs d'aujourd'hui, ce qu'ils vivent, ce qui a formé enfin, leur corps et leurs sentiments, c'est-à-dire ce qu'ils vivent aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, de le confronter avec cette langue, avec ces scénarios inouïs que sont toutes ces pièces de théâtre, qui racontent des choses à la fois de guerre, de politique, de tout ça, et qui finalement renvoient aussi à ce qu'on vit. Enfin, il y a une sorte de ping-pong permanent. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai découvert aussi dans l'enseignement, dans le travail. Dans l'enseignement, il me semble que il y a beaucoup de choses à dire comme ça. Enfin, je pense que plutôt que de dire la langue, par exemple, il faut pouvoir apprendre à la respirer. Il faut respirer comment rentrer dans la... Ne pas se laisser avoir par la beauté de la langue, par le narcissisme de la langue, parce que c'est ça qu'on a vu souvent. Et essayer de s'approcher de quelque chose de beaucoup plus... Voilà, plus personnel chez l'acteur. Je ne sais pas comment il faut enseigner. Moi, dans un certain plaisir, enfin, en tous les cas, le plaisir de découverte, voilà, de ne pas savoir, de douter à tout instant, jusqu'au moment où quelque chose se passe. Il y a une rencontre qui se fait, soit entre les comédiens, soit entre les personnages, par rapport au personnage, parce que tout d'un coup, on n'avait jamais entendu, on le découvre. C'est un travail de découverte. Moi, j'ai toujours un peu ce sentiment... J'aime pas trop les professeurs. Enfin, ça m'angoisse beaucoup, enfin, la question des professeurs. Mais par contre, qu'un artiste transmette son travail, c'est ça qui m'a toujours passionné. Et quand j'ai monté Elvire Jouvet 40, j'ai montré Jouvet comme un artiste qui cherche, qui ne sait pas. Ou plutôt que son savoir, d'une certaine manière, se met en route avec la recherche. Mais n'est pas là pour dire, voilà, c'est comme ça ou c'est comme ça. Non, on ne sait jamais ça. C'est tellement ouvert, tout ça, que c'est ça qui est si beau. Et Thomas, donc tu as créé animé une école de théâtre, plutôt de mise en scène. Et tu imposes un certain type de jeu qui, justement, dans le livre, tu dis que tu hésites et tu évites au maximum ce que dit Brigitte, la beauté surexposée de la langue. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Godard qui dit qu'il n'aime pas le théâtre parce que les acteurs parlent fort. Mais tu dis aussi qu'il y a le danger, ce que dit d'ailleurs dans son livre vraiment admirable de Denis Podalides sur le travail avec les comédiens, mais tu dis aussi qu'il y a le danger du parler très intimiste, qu'il y a une sorte de narcissisme de l'intimisme. Donc, aujourd'hui, après avoir travaillé, donc, est-ce que tu as des principes pédagogiques, tu as une sorte de recherche personnelle quand tu travailles avec les élèves et avec les acteurs? Tout d'abord, je ne travaille pas forcément avec des élèves comédiens. J'enseigne de temps en temps des élèves, des étudiants de la mise en scène, mais jamais des élèves comédiens. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'impression que quand je travaille avec des acteurs, pour moi, c'est chaque fois une nouvelle étape d'une certaine école d'acteurs.
parce que le problème, ce sont les écoles, le problème, c'est la formation. Dans la formation, la plupart du temps, les gens imitent, à la fois les professeurs imitent leurs grands idoles et les acteurs imitent les idoles qu'ils ont vues sur scène ou dans un film. Donc, le point principal pour moi serait de penser, de relever chaque acteur, chaque actrice étant un artiste indépendant, un artiste dans le sens d'être l'auteur du personnage. Et pour être l'auteur du personnage, il faut un regard sur son propre vie qui est le regard d'un artiste. Le regard d'un artiste, c'est, comme vous avez déjà dit, c'est à la fois la recherche, c'est le doute, ce sont les questions, c'est ne pas savoir, se mettre en question en permanence, mais aussi être très proche de son propre âme, de son propre regard sur le monde et changer le regard sur le monde. Je pense qu'un des plus grands problèmes, c'est le phénomène de l'épigonisme dans le théâtre. Que la plupart des gens imitent les grands maîtres de la mise en scène, les grands acteurs, mais pour prendre une prochaine étape dans l'art du théâtre, il faut des nouveaux formes, comme dit Constantin dans La Mouette, il faut de nouveaux formes, mais pour réussir à trouver de nouveaux formes, il faut de nouveaux regards sur le monde. Je pense que la génération actuelle, jeune, du théâtre ou n'importe où, a un autre regard sur la vie que nous. Donc, il faut être très conscient de cette fait pour trouver des nouvelles formes. Pour trouver des nouvelles formes, moi, j'étais jamais intéressé, quand j'étais à la recherche de nouveaux auteurs pour le théâtre, j'ai reçu beaucoup de textes des auteurs contemporains qui imitent, par exemple, Sarah Kane, qui imite Mark Ravenhill, qui imite des autres auteurs contemporains. Mais quand j'ai reçu les textes de Jon Fosse pour la première fois, je compris qu'il y a une nouvelle voie dans le monde du théâtre. Dans le sens que lui, il a trouvé une nouvelle forme parce qu'il a un nouveau regard sur le monde, une autre perspective, une autre vie qui répète pas les clichés qu'on a sur le monde, les clichés qu'on a vus dans les autres textes, dans les autres formes théâtrales sur scène. Donc, chose principale, il faut se battre contre un monde épigonal. Ça, pour moi, c'est une des choses fondamentales pour mon chemin dans le théâtre. Merci. Bon, on va revoir donc Yanis. On arrive à la Grèce et à toi. Oui, peut-être qu'on peut dire que le nouveau regard sur une œuvre, elle passe par une lecture du texte et une interprétation que le metteur en scène va impulser, mais elle passe aussi à travers une scénographie, à travers une construction visuelle qui est nouvelle. Donc vous avez mis en scène, mis en image de très nombreuses pièces, avec Antoine Vitesse notamment, mais pas seulement. Comment on travaille justement à ce renouvellement du regard quand on construit un espace ?
Voilà, on voulait faire une annonce portable. Est-ce que vous avez bien éteint vos téléphones portables? Mais le mien ne marche pas, donc. Réponds, Yannis. Voilà. Non, je ne réponds pas. Pourquoi? Absolument fermé, parce que j'avais fermé. Et voilà. Moi, j'étais au théâtre une fois, et ça sonne, le téléphone sonne. Et une dame désespérée fait appel à un voisin, mais ça s'arrête vite. Et ça sonne de nouveau 10 minutes plus tard, et je me tourne un peu excédé. Je dis, mais vous ne pouvez pas l'éteindre. Elle, désespérée, elle dit, mais je ne sais pas, monsieur. Donc, tu es arrivé, bravo. Très bien, voilà. Oui, donc comment est-ce qu'on porte un nouveau regard sur l'espace de la mise en scène? Comment on renouvelle? Est-ce que d'une part vous vous référez à des décors ou à une esthétique existante, ou est-ce que vous partez toujours de la feuille blanche? Est-ce que vous partez du texte, du dialogue avec le metteur en scène? Écoutez, tout d'abord, ma vie dans le théâtre est très longue, si je peux dire, trop longue, peut-être, mais elle est longue et toujours avec le même plaisir. Et aussi, mes expériences sont extrêmement variées. La période avec Antoine Vitez est évidemment fondamentale pour toutes les choses que d'ailleurs, si bien dites, hein, et de cette liberté par rapport à faire du théâtre de tout bois, comme je disais. Et ça, c'est vraiment une chose capitale au départ. C'est une chose que Antoine a confirmée dans mon approche du théâtre, c'est absolument de refuser tout dogmatisme. Dogmatisme conceptuel, dogmatisme idéologique. Et chaque fois, faire en sorte qu'on puisse aller le plus profond en soi-même pour trouver une réponse qui, le plus souvent, est une traduction. Si vous voulez, mon expérience comme scénographe pendant plusieurs années, et comme metteur en scène depuis 20 ans, surtout pour l'opéra, fait que j'ai pu aborder beaucoup de genres différents et apprendre une chose capitale, c'est que le théâtre n'est ni européen, ni chinois, ni japonais. Le théâtre est une essence nécessaire à l'homme, tant en Afrique qu'au Japon, en Russie, en Ukraine, partout. Parce que d'une certaine manière, la naissance européenne du théâtre, je suis toujours un peu gêné avec ce terme, parce qu'en fait, quand le théâtre a été créé en Grèce, hein, le IVe siècle, je sais pas, à partir de tous les procédés culturels, religieux, etc., à ce moment-là, l'Europe n'était qu'un continent géographique. Il n'y avait absolument aucun sens de parler d'Europe. L'Europe, c'est après que, avec les différentes traductions, les différentes interprétations, les prises en charge du théâtre, que le théâtre est devenu un genre européen de plusieurs manières différentes. Et ce genre européen a été aussi le genre américain, parce que finalement, ce théâtre-là, le théâtre, disons, anglais, très proche aussi souvent du théâtre grec ancien, est devenu le théâtre américain, et que toujours, on peut dire, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus, c'est que d'une manière cachée, on trouve presque toujours, quelque part, une espèce de souvenir de la tragédie grecque. Un souvenir, par exemple, dans le théâtre américain, dans O'Neill, la tragédie grecque est absolument présente tout le temps. Dans les théâtres contemporains, il y a toujours, même d'une certaine manière, dans Beckett, il y a aussi cette manière à quelque chose qui est fondamental. Mais je vais vous dire, ce qui m'intéresse beaucoup, je vais vous raconter une histoire. Je me trouvais au Japon, je montais un opéra,
Et je suis allé voir un spectacle au théâtre. Grand spectacle, c'était l'Orestie. Mais l'Orestie présenté dans une version particulière, écrite par un Anglais, traduite et mise en scène par un metteur en scène japonais. Alors, c'était une mise en scène moderne, qu'on peut dire de style européen, mais à l'intérieur de ça, il y avait des acteurs extraordinaires qui ne jouaient pas du tout à la manière du nom, pas du tout, mais que dans leur manière de faire, ils apportaient quelque chose qui est une dimension innée de culture. Et puis, c'est un spectacle formidable, très violent, et finalement, je peux dire que j'ai vu une version de l'Orestie, qui est une œuvre qui m'obsède depuis toujours, que j'ai montée plusieurs fois, et que j'ai trouvé que c'était une version très intéressante. Et finalement, ça ne m'étonnait pas de la voir finalement au Japon. C'est quand même extraordinaire. Et de même, cette visitation constante, même en Grèce, par des écrivains grecs, hein, comme l'écrivain Dimitriadis, que Georges connaît, qui a écrit une œuvre sur justement l'Orestie, qui est une œuvre absolument terrifiante, parce qu'on a tous les personnages des Atrides, mais en fait, on ne sait pas si c'est des acteurs avant d'entrer sur scène ou pas. Et que les personnages, en même temps, commencent à se passer leur rôle. C'est-à-dire qu'à un moment, Electra devient Iphigénie, ou Clytemnestre devient... Bon, et qu'en fait, ça se termine dans une sorte de chaos total. Et qu'à la fin, quand on ne sait pas s'ils sont prêts de sortir sur scène ou pas, et ça reste une chose ouverte vers une sorte d'interrogation totale. Ce qui est extrêmement actuel, je pense. Hein. Voilà, donc je me suis avancé peut-être, mais... Mais peut-être à propos de ce que dit Annie, je crois que cette idée du théâtre comme invention de l'Europe part de l'idée que l'Europe a le label, mais le label n'empêche pas l'exploitation dans d'autres continents, au Japon, en Amérique, le théâtre. Mais il y a ce label. Mais justement, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que la différence par rapport à l'Orient ne vient pas du fait que le théâtre occidental est fondé sur une pensée critique, sur une pensée révoltée, sur une pensée qui propose... Pas toujours. Pardon ? Pas toujours. Voilà. Donc, mais pas toujours, mais en même temps, il y a cette opposition entre la conservation de la mémoire dans les formes traditionnelles et l'absence ou l'alternance dialectique entre mémoire et oubli en Europe. Donc, comment vous définissez de ce point de vue-là? Mais d'une certaine manière, moi, j'ai bien entendu ce que Thomas Semayer a dit, que je trouve passionnant, sur cette manière de regard différent qui est finalement celui de chaque génération quand elle commence à regarder le monde. Ça, c'est une chose qui est capitale. Mais en même temps, et là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, je pense que à cause de cette décision radicale de finalement regarder le monde tel qu'il est à ce moment-là, on enlève complètement toute une partie de mémoire qui, sans qu'elle puisse être visitée d'une manière critique ou peu importe, mais qu'elle soit présente, je pense que là, à ce moment-là, on arrive dans une sorte de barbarie. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Je l'ai toujours, que en fait, si on n'a pas cette sorte d'appétit, de désir, de voir comment des choses ont pu être abordées à un autre moment, comment des metteurs en scène, comment des acteurs ont interprété des rôles différents, c'est quand même une chose extraordinaire. Par exemple, je ne sais pas, là, dernièrement j'ai monté je fais peu du théâtre, mais j'ai monté Henri IV de Pirandello dans le théâtre de Pirandello en Sicile. Bon, c'est une œuvre qui est hyper connue, tout le monde la connaît. Et c'est des acteurs depuis les années 20 qui finalement se font
un devoir de, en fait, affronter ce rôle. Mais tous ces acteurs, dans leur identité, portent en eux-mêmes les interprétations des autres, même s'ils les effacent. Mais ils savent ce que Romolo Valli a fait, ils savent ce que Mastroianni a fait, enfin, ils le savent. Et en fait, ça, je pense que c'est une chose importante, même si on l'oublie complètement. Mais c'est un enrichissement extraordinaire de pouvoir faire en sorte que la mémoire, que le passé puisse être présent. Dans mon propre travail, c'est souvent le cas, même si ça ne se voit pas. J'essaie en sorte que ça ne se voit pas. Mais il y a des approches qui parfois font penser à des choses que j'ai ressenties à partir de mise en scène, peut-être, ou un spectacle, ou un film. Mais il y a toujours un rapport constant avec ce qui a été, ce qui est, et peut-être ce qui va devenir, mais ça on ne sait rien, mais ce qui est surtout, avec ce qui est aujourd'hui. Et là, Brigitte aussi a tout à fait raison, je trouvais c'est très beau ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est les acteurs, le théâtre, hein, ça, grande leçon d'Antoine, c'est les acteurs, et de quelle manière on peut faire en sorte qu'ils puissent être eux-mêmes, et justement pas des images, comme disait Thomas Sotomayor, de mémoire, d'acteurs, des trucs comme ça. Bon. Mais en même temps, c'est intéressant qu'ils le savent, mais il ne faut pas qu'ils se fondent dans ça. C'est bien d'avoir comme un bagage supplémentaire. Brigitte, sur le bagage, alors, est-ce que tu es une voyageuse sans bagage ou une voyageuse avec bagage? Est-ce que ce ressourcement dans la mémoire... J'aurais adoré avoir des mâles et des mâles avec des transporteurs qui me suivent. Enfin, bon, non, mais ça, c'est une image un peu idiote. Non, ça me fait penser ce que dit Yanis à Jouvet, disant à un moment donné dans ses leçons, justement, sur Elvire, disant à la jeune actrice, il parle de Marie Dorval. Il n'a pas pu la voir, mais il en parle comme s'il l'avait vue. Et c'est extraordinaire. Marie Dorval, elle était puissante dans le sentiment. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu savoir ça? C'était les années 1800 et quelques. Lui, il donne ses leçons et on est en 1940. Enfin, c'est complètement absurde. Mais c'est ça aussi la mémoire du théâtre. Il y a une sorte de mémoire, mais ce qui ne vous conduit pas nécessairement à répliquer, à faire de l'épigonisme, comme dit Thomas Ostermayer. C'est plutôt quelque chose quand même qu'on transporte, enfin, avec nous-mêmes comme ça, et avec. Mais c'est très important, cette sorte de mémoire du théâtre. Alors maintenant, en plus, on fait des captations de tous nos spectacles. Et dans un sens, c'est épatant, parce que moi, j'ai tous les 2 jours quelqu'un qui me demande « Mais ce plot que vous avez fait, mais ça, est-ce que vous l'avez? On aimerait le montrer, personne ne le montre, etc. » Donc, tant mieux. Mais quand même, il y avait une époque où c'était juste, comme à l'époque de Jouvet, justement, une sorte de transmission qui se faisait dans le milieu, probablement, et qui est assez... c'est assez beau, enfin, je sais pas comment, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une opposition ou une spécificité, disons, entre la revisitation, qui suppose l'existence d'une sorte de fécondité de la mémoire, et la conservation qui est pratiquée par les formes théâtrales orientales, qui au contraire vise la perfection des formes, mais aussi l'immobilité des formes. Je pense que l'esprit du théâtre européen est fondé plutôt sur la revisitation, mais en même temps, ce que tu dis, oublier complètement le passé, c'est un geste de barbarie. La table rase engendre des monstres comme le sommet de la raison. Peut-être on peut demander... Pardon, on peut peut-être demander à Thomas Ostermayer si cette question de la mémoire et de la mémoire collective finalement aussi du théâtre, est-ce que Brigitte disait, cette transmission, est-ce qu'elle a une importance dans
dans votre propre travail, ou est-ce qu'au contraire, on part de la table rase? Vous partez de la table rase. Ça m'a fait penser, quand je suis allé pour la première fois à Tokyo, dans le Kabuki théâtre, qui est un théâtre qui dure toute la journée, où les gens arrivent dans leur pause de travail vers midi, regardent pendant une demi-heure et repassent travailler dans leur bureau. Et dans cet théâtre-là, quand ils regardent les acteurs sur scène, ils citent les noms des autres, les spectateurs. Ils crient les noms des autres acteurs qui ont joué le même rôle il y a 50 ans. Ils crient fort dans la représentation le nom d'un grand acteur qui a joué la même situation, le même moment, pour faire référence à cette génération des grands acteurs et pour dire que le jeu d'acteur sur scène rappelle à cet grand moment à l'époque quand il y avait ce grand acteur qui a joué le même rôle. Ça c'est un truc très très spécial. C'est une technique culturelle que nous n'avons plus, parce que pour avoir cette technique culturelle, il faut d'abord avoir la connaissance comment il faut interpréter cette rôle-là à ce moment-là. C'est plutôt comme dans la musique, hein, quand on joue un solo violin, si on est un expert, on arrive à savoir les différences dans l'interprétation. Donc, il faut un public très cultivé, très, très connaissante de cette forme de théâtre. Et aussi, il faut le savoir, le mémoire de toutes les générations des acteurs. Pourquoi je raconte ça? Juste pour dire que je pense, chez nous, en Europe, on se retrouve dans une situation où on n'a plus cette technique culturelle, où on n'a plus cette connaissance des générations et des générations de théâtre, et en plus et surtout des interprétations des rôles. Quand je regarde les anciens critiques ou revues de théâtre allemand, je vois des critiques, des grands critiques comme Alfred Kerr ou Herbert Ihring, qui à l'époque ont encore jugé sur le fait qu'un acteur interprète un rôle dans une autre façon qu'un acteur à Düsseldorf ou un acteur à Munich, un acteur à Vienne, un acteur à Berlin. Cette différenciation dans la description du jeu d'acteur en Europe ou surtout en Allemagne, ça n'existe plus. On se concentre sur l'esthétique, sur l'interprétation de l'œuvre de metteur en scène, mais la maîtrise d'une interprétation d'un rôle, d'une actrice ou d'un acteur est rare. D'écrire la différence entre cette interprétation d'un acteur en dehors de la forme de la mise en scène, en dehors de l'esthétique. Ça a beaucoup à voir avec le fameux Regie-Théâtre, avec cette génération 68 qui ont fondamentalement changé le théâtre, où le metteur en scène est devenu de plus en plus important. Donc, je veux vous dire, juste pour faire une petite polémique dans notre discussion, il faut abandonner le metteur en scène, il faut retourner aux acteurs et aux auteurs. Il faut abandonner le metteur en scène pendant 50 ans pour retrouver
la vraie sens du théâtre. Pardon. Non, je t'en prie. Moi, je trouvais ça très beau de la part de Thomas Ostermayer, qui est quand même un des plus grands metteurs en scène, des plus vivants, des plus extraordinaires metteurs en scène qu'on a eu depuis de longues années, qui dit il faut abandonner la mise en scène. Je trouve ça classe et très intéressant. Parce que j'adore. Je dis ça parce que j'adore les comédiens. Oui, c'est ça. Moi aussi. La seule chose, c'est juste, je voudrais voir le résultat. S'il y aura un type de désordre peut-être très positif, mais j'ai l'impression que un imaginaire collectif ne peut se former qu'à partir de quelqu'un qui arrive à reprendre même cet esprit collectif sans aucune notion de chefferie, pas du tout, mais pour qu'il puisse avoir un regard extérieur. Et c'est ça qui risque d'être un problème si ce regard extérieur devient absolument multiple, et donc qu'il s'annule. Voilà, c'est tout, hein, mais j'aime beaucoup les acteurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je pense depuis l'invention de la profession de metteur en scène qui fait aujourd'hui 150 ans, et pas plus que ça, depuis ce moment-là où on a bien ressenti qu'il faut un regard extérieur pour dire là tu as plus de la lumière, là tu interprètes le rôle un peu comme ça, mais aujourd'hui le metteur en scène est devenu une sorte de quelqu'un qui décide tout, qui décide l'interprétation, l'espace, le jeu. Donc, il s'agit de la part de metteur en scène, c'est lui qui dit tout et les acteurs suivent. Et ça fait, je suis d'accord, surtout dans le théâtre allemand, dans le théâtre de répertoire allemand, ça fait que les comédiens ne sont plus responsables pour les rôles et pour le résultat théâtral sur scène. Donc c'est eux qui suivent comme des soldats de temps en temps presque, et la responsabilité, si la représentation est un grand succès, bien évidemment c'est la responsabilité des acteurs et de mettre en scène, mais dès que c'est un échec, c'est l'échec du metteur en scène. Donc, ça veut dire que si j'abandonne la responsabilité pour le résultat des répétitions, je suis moins dans la situation de prendre un risque devant ma carrière, parce que je peux dire tout le temps, c'était le metteur en scène, il s'est trompé, c'était un mauvais résultat. La prochaine fois, je travaille avec un autre metteur en scène. Ça, ce sont les défauts et les résultats de ce moment de régie théâtre quand les metteurs en scène ont pris le pouvoir, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, j'aime pas du tout le régie-théâtre comme ça. Ce que j'aime, quand je parle de la mise en scène, bon, vous savez, moi, je viens quand même de l'espace, je viens du scénographie, tout ça, que j'ai fait la mise en scène depuis 20 ans. Et que finalement, évidemment, mon travail d'avant est aussi ma manière d'entrer dans les œuvres. C'est-à-dire que j'entre aussi par une esthétique, comme ça. Mais en fait, la chose qui m'intéresse le plus, c'est les acteurs. Et donc,
ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec les acteurs. Je ne leur parle pas comme un metteur en scène qu'ils vont faire ceci parce que je veux, parce que le concept. C'est qu'ensemble, il faut trouver quelque chose. Et je sens très souvent cette demande aussi des acteurs d'être regardés avec empathie, finalement. Et je pense que c'est ce travail d'échange, d'accompagnement qui fait que les choses sont vivantes. Autrement, ça devient tout à fait mort. D'ailleurs, on a même dans l'opéra, on a des exemples de mise en scène justement dans le genre que vous décrivez, qui sont absolument catastrophiques et que, en fait, sont admises parce que c'est une œuvre de metteur en scène. Voilà. Et que finalement, même n'importe comment, même si rien n'est traité, même si les chanteurs ne sont pas traités, mais il y a une idée. Et je ne pense pas que la mise en scène, le traitement des œuvres, part à partir d'une seule idée, il me semble. Oui, je suis d'accord et pas d'accord parce que le procès intenté au metteur en scène me semble, pour moi, je suis né avec la mise en scène comme ça, me semble une sorte de geste polémique sans doute, mais ce qu'on propose en échange, c'est ce qu'on a en France, ça se multiplie partout, c'est les collectifs. Les collectifs, c'est-à-dire personne n'est responsable. Et justement, pour reprendre ce que disait Thomas, c'est que le metteur en scène est celui qui répond à une donnée du théâtre. Il se confronte avec une contrainte. La contrainte, c'est le texte, un texte préalable. Il y a cette mémoire qui est peut-être la mémoire des textes en Occident par rapport en Orient, où il y a la mémoire des signes. Mais l'absence du metteur en scène, qui est un peu revendiquée par la nouvelle génération, entraîne quoi? Entraîne l'effacement de la mémoire, entraîne la suppression de la contrainte dans une sorte de spontanéisme généralisé. On se rencontre, on peut parfois proposer un spectacle intéressant ensemble, mais sans aucune réflexion ou sans aucun combat avec une contrainte qui est le texte, et aussi sans aucun avenir. Moi, c'est un peu provocateur. Je dis que les metteurs en scène travaillent sur la mémoire des textes, tandis que les collectifs adoptent la position, la politique du préservatif, c'est-à-dire bon pour un seul usage. C'est un spectacle d'un collectif, demain il n'existe plus. Tandis que le plaisir que produit le metteur en scène, en assumant la dimension peut-être de dictature, je crois pas qu'il y en ait plus de dictateurs, mais en assumant, moi je crois que le théâtre est né aussi le théâtre européen est né de la comparaison. Du plaisir de voir Hamlet de Thomas, Hamlet d'Antoine, Hamlet de Brooke, avec des déceptions et des joies. Les collectifs qui développent ces spontanéités, en quelque sorte, suppriment ce plaisir de la mémoire au nom du présent. Mais ce qui est par rapport à l'Orient, en Orient, il raconte le fait que les spectateurs reconnaissent la mémoire, la maîtrise, les signes, mais les spectateurs experts en Occident se souviennent de 3 ou 4. Moi, j'ai vu les chaises hier, je me suis souvenu de 4 versions des chaises. Donc, le plaisir est d'une autre nature, mais c'est un plaisir aussi fondé sur la revisitation et non pas sur la reprise de la mémoire. Georges, est-ce que je pourrais intervenir? Oui, allez-y, je vous en prie. Tu sais bien, comme tu es un grand chercheur du théâtre, scientifique du théâtre, tu sais bien que pour la Grèce et pour le théâtre en Grèce, c'était le cas que c'était une seule représentation de l'œuvre. Donc, ça c'est la preuve. Les théâtres peuvent aussi être un théâtre contemporain,
où on fait des créations mondiales une seule fois. Et l'année prochaine, on fait des nouveaux spectacles. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, c'était la tradition en Grèce. Donc, encore un nouveau polémique. Moi, je pense une culture qui se termine ou qui retrouve son bonheur et son travail dans la réinterprétation de l'œuvre classique. Maintenant, je vais utiliser un terme marxiste, est une culture décadente. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux œuvres qui rapportent un nouveau regard, une nouvelle interprétation du monde. Parce que nous n'avons plus de nouveaux récits, de nouvelles idées, de nouvelles interprétations du monde, il nous faut réinterpréter les anciennes œuvres. Aussi, comme tu le sais, le théâtre élisabétain était un théâtre de création originale. Bien sûr, ils ont réinterprété, il y a plusieurs versions Hamlet, par exemple, de plusieurs auteurs, ou Faust, Marlowe et des autres. Mais chaque fois, c'était une nouvelle version. La version de Hamlet, c'est bien évidemment dans la tradition de Revenge Tragedies. La première fois, le héros principal refuse de prendre de la revanche. Donc, c'est tout à fait un autre regard sur le monde. Je suis le héros principal. Le public attend que je prends revanche dans toutes les autres versions Hamlet, toutes les autres pièces Revenge Tragedy. C'était le plaisir du public de voir comment le héros principal prend revanche et à la fin, il tue tout le monde. Le contraire, dans Hamlet, il refuse, il ne peut pas. Donc, l'invention, à mon avis, du humanisme en Europe, de ne pas aller aux guerres, de ne pas acclamer aux armes, comme il dit dans le fameux monologue « Être ou pas être », est-ce qu'il faut faire appel aux armes ou pas? Aussi une petite remarque sur la guerre en Ukraine. Donc, ça, c'est mon propos pour la continuation de la discussion. La réinterprétation des œuvres classiques, c'est une signe de la décadence. Est-ce que Brigitte veut réagir? Moi, d'abord, j'ai l'impression que quand on travaille comme metteur en scène, et vous le faites, c'est-à-dire vous faites les deux. Vous êtes à la fois... Pourquoi opposer tout le temps le passé au présent? Ce qui est formidable, c'est que le présent apprend du passé, mais le passé aussi. Enfin, c'est cette sorte de dialogue constant avec des auteurs contemporains et des auteurs anciens. C'est ça qui est magnifique. Et je crois que c'est vrai du côté des auteurs. Quand j'ai monté Angels in America de Tony Kushner, je voyais à quel point il avait lu Brecht, il avait lu Corneille, puisqu'il avait fait une adaptation de l'illusion de Corneille lui-même. Il avait fait... Tout le théâtre ancien traversait cette nouvelle proposition qui était cette œuvre magnifique, comme ça. Je pense quand même que c'est... Et d'autre part, j'ai l'impression que nous sommes interprétés par les œuvres beaucoup plus qu'on les interprète. C'est-à-dire, en fait, la rencontre avec les œuvres
Jouvet disait d'ailleurs que mettre en scène est un aveu, et j'aime beaucoup les metteurs en scène. J'adore les comédiens, évidemment, mais j'adore voir l'avancée d'une œuvre. Enfin, l'œuvre du metteur en scène me paraît très importante pour nous aujourd'hui, et pas du tout comme quelque chose de décadent. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Oui, mais Tony Kushner, c'est un très très bel exemple pour la tradition que je trouve pas décadent, parce que lui, il réinterprète Brecht, il réinterprète les grands auteurs de l'histoire du théâtre, comme le faisait Shakespeare avec Hamlet, qui existait 600 ans avant qu'il a écrit son propre Hamlet. Donc ça, c'est il faut, et pas seulement dans l'interprétation du rôle, et pas seulement dans l'interprétation de l'espace et de l'esthétique, mais il faut aussi prendre un nouveau, comme je viens de décrire sur Hamlet de Shakespeare, il faut donner un twist qui remet tout en question, et pas colorer ici, colorer là un peu, mais le récit reste le même. Au fond, c'est ce que tu disais en disant regarder Corneille comme un auteur contemporain. C'est la capacité que le metteur en scène a de non pas se chercher une interprétation historiquement informée, simplement, c'est important, mais aussi à regarder la force du texte en lui-même. Et c'est un peu ce qui était au fondement de ces débats. C'est la capacité à décaper en quelque sorte un texte, à le regarder sous tous les angles, en fait, et à être au point parfois d'en donner des interprétations extrêmement diverses. Oui, je ne suis pas d'accord avec Thomas, bien entendu, parce que je crois que l'exaltation du neuf est tout à fait légitime, mais aussi le plaisir de ce qu'on peut appeler le même et le différent existe. La parabole, c'est quoi? La parabole, c'est... Je ne me sens pas comme un spectateur décadent si je me confronte avec Oedipe ou je me confronte avec Godot, parce que un grand metteur en scène produit du neuf, produit des idées. Il n'est pas, disons, comme au Japon, celui qui reprend un langage de signes qui est vérifié par le temps. Donc, la nouveauté, les idées ne se réduisent pas à la fabrication des textes, mais se produisent, ce que disait Brigitte, à la revisitation de quelque chose qui nous habite et qui provoque des surprises. Bon, la scène que tu as faite pour Hamlet, le début d'Hamlet, moi, me semble aussi important qu'un texte de Sarah Kane. Merci, Georges. Bien évidemment, c'était à nouveau une provocation. C'est bien, ça fait du bien. Pour donner un peu des idées dans la discussion. Oui. Mais je me suis intéressé à une chose là, parce que j'ai eu l'impression que si on veut parler de l'Europe et du théâtre et de notre métier et de la situation mondiale en ce moment, je pense que un des différences fondamentales en ce qui concerne la situation actuelle européenne et le théâtre, c'est la multitonalité ou la polyphonie, donc le anti-dogmatisme et le fait qu'on puisse
prendre plusieurs perspectives sur une seule question. Et je trouve ça c'est vraiment mis en danger actuellement. Donc, une situation politique actuelle qui est mise en danger des autres grandes cultures qui détestent, qui n'aiment pas cette polyphonie des voix, polyphonie des points de vue, polyphonie de regard politique. Et ça, c'est, je pense, la situation actuelle avec la guerre et avec la concurrence des systèmes entre la Chine, la Russie et l'Occident. On vit un moment actuel où j'ai du mal à m'imaginer une situation d'une discussion dans 20 ans en Europe. Je crois que c'est vraiment mis en danger ce qu'on fait là. Georges, cette note est un peu noire, mais elle est sans doute lucide. Nous nous acheminons vers la fin de notre débat. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion? Moi, je voudrais ajouter par rapport à nos positions avec Thomas, c'est que j'ai vu, il y a l'autre face. Là, il y a la peur, il y a la terreur, mais il y a aussi un théâtre de résistance, un théâtre dont la beauté est une forme de non-capitulation. Et moi, j'ai vu, et je garde un souvenir émerveillé de l'exposition de Yanis à Lyon, au musée du costume. À Moulins, oui. Oui, et là, j'avais le sentiment que j'entrais dans un monde, pas un monde factice, mais un monde qui nous proposait, en quelque sorte, la beauté, et non pas le toc, non pas simplement, mais la beauté comme une résistance, comme un repli face à l'histoire. Je crois que peut-être c'est assez important de rappeler cette autre position qui est une position typiquement européenne, mais aussi de ce point de vue oriental, parce que la beauté des costumes, la beauté du plateau a été pour les Japonais une constante, mais ce que fait Yanis à l'opéra me semble significatif de l'attitude d'un artiste dans le monde d'aujourd'hui, pas résister sans enregistrer l'agression du monde, mais lui opposer une autre force. Bon, je voulais juste peut-être mettre une note un peu positive, c'est que dans la tragédie grecque, il y a tout. C'est-à-dire, toutes les œuvres de Sophocle, d'Échille, il n'y a absolument jamais un point de vue unique. Il y a tout de suite, toujours, le contraire. Il y a toujours la dialectique comme base de la société, comme base de la philosophie, comme base de tout. Et en fait, je suis d'accord avec Thomas, c'est que la chose terrible aujourd'hui, c'est que on s'est éloigné complètement de cette manière de voir, et ça vient beaucoup, je pense aussi, par cette espèce de repli égotiste où le collectif est plus n'existe plus finalement que dans des points de vue massifs et dogmatiques, et pas du tout dans cette manière d'avoir le plaisir, le désir de se confronter, de provoquer et d'avoir une contre-provocation. Et là, je voulais parler encore d'une expérience personnelle à partir de la tragédie grecque et à partir de l'Europe. J'ai eu une grande chance, il y a 2 ans à peu près, de mettre en scène Oedipe à Colonne au festival de Syracuse et après à Épidore avec des acteurs italiens.
dans une très belle traduction italienne. Bon, comment est-ce que... Bon, je suis entré très naturellement, enfin, dans ça, je trouve que les acteurs italiens sont très proches aussi de la manière d'aborder des acteurs grecs, par exemple. Et en fait, bon, on a fait un spectacle qui était très proche de ce qu'on imaginait. Mais la chose extraordinaire, c'est quand même Oedipe à colonne. Hein. C'est la mort, la vieillesse, et tout comme ça. Un théâtre de pratiquement 1400 places chaque fois, plein pendant 30 représentations d'un public jeune qui, jusqu'à la fin, reste absolument silencieux et captivé. Je pense que c'est un espoir, parce que je voyais après, les jeunes gens venaient, parlaient avec les acteurs, parlaient avec moi, et en fait, ils étaient captivés par la métaphysique de cette œuvre, finalement. Et que finalement, il y avait... Bon, c'est une œuvre, évidemment, où il y a le thème aussi de l'immigration, il y a même des thèmes d'aujourd'hui, mais le thème de la vieillesse, de la mort, c'est quand même important. Donc, je pense que c'est une sorte d'ouverture. Oui, merci beaucoup pour cette ouverture. Peut-être qu'on peut mentionner la publication du livre... Le livre de Yanis, le scénographe. Ancien. Voilà. Ancien. Il y a le nouveau aussi. C'est la 3e édition. Oh, ouais. C'est ancien, ce qui est bon se reprend. Mais il y a un autre aussi qui vient d'être édité. Merci beaucoup à nos invités. Merci Thomas d'avoir accordé de votre temps depuis la campagne berlinoise. Merci de nous avoir incités à la dialectique. Merci à tous les deux, Brigitte et Yanis, de nous avoir aussi rejoints. Merci à toi, Georges, d'avoir lancé le débat il y a maintenant quelques mois. C'était un vrai plaisir d'être ici avec toi à la Bibliothèque nationale de France. Merci à tous d'avoir été là et à bientôt pour de nouvelles rencontres ici à la BNF ou ailleurs. Et une petite précision concrète, moi je ne suis pas très expert, mais on me dit qu'on peut vous signaler que les débats, on Tout se à fait. sur les links, sur le site de la BNF, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos débats. Et vous pouvez accélérer, vous pouvez les abréger, vous êtes maître de la situation. Vous les réécoutez. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.